Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Dossier 18 kg de cocaïne, un an après, la rocambolesque affaire n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Peut-être qu'on n'en saura jamais davantage. En tout cas, pour l'heure, l'affaire se conjugue toujours au présent et bien des interrogations subsistent. Qui sont les auteurs de la substitution des plans du conteneur contenant les 18 kg de cocaïne? Qui sont les commanditaires, les complices éventuels? Deux questions essentielles auxquelles bon nombre de Béninois brûlent toujours d'impatience d'avoir des réponses qui s'imposent. Pour tout cela et pour l'honneur de toute une famille à laver, le président du patronat, Sébastien Adiabon, éclaboussé dans cette affaire, s'est constitué partie civile. Sa plainte contre Inst déposée pour découvrir qui a brisé les scellés du fameux conteneur peine toujours à prospérer. La démarche aurait-elle été biaisée ou sommes-nous en présence d'un blocage de fait? Un homme de droit et un journaliste d'investigation pour nous édifier. Mais avant de les redécouvrir, le point de l'actualité au Bénin, mais l'actualité vue par les journaux, la revue de presse. Aura à nous présenter la une des journaux. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Yetodi, bonjour à nos amis téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? La pleine forme pour démarrer la semaine. La moisson, comment elle se présente? Plus ou moins bonne, compte tenu des titres, mais maigre en quantité. J'imagine qu'elle a une majoritairement ou prioritairement le remaniement ministériel. Oui, la plupart des canards sont revenus sur cette actualité de fin de semaine avec diverses appréciations. On peut y aller. Merci donc à vous, Joël Yetodi. On démarre donc cette revue par le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo, qui, c'est vrai, a apprécié le remaniement ministériel, mais d'abord, en grand titre, prétendu dossier de TVA indûment perçu par Cobon SA. Les arguties de l'exécutif fondent comme neige au soleil. Les explications idoines de Maître Kato Atita qui mettent définitivement les pendules à l'heure. Ce journal s'intéresse également à un autre dossier. Alerte fondée et levée de boucliers justifiée contre le RAVIP. Out, Safran ou la machine à fraude électorale. Le Bénin n'est pas la poubelle qui doit accepter ce qui est rejeté partout à travers le monde, écrit le journal de Médéric Gongo qui descend maintenant sur l'actualité relative donc au remaniement ministériel Takpoma Union au ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, la consécration d'un parcours et le jeu fait constater le journal en sa page 3 qui continue avec premier remaniement ministériel du président Patrice Talon, les justes appréciations du général Robert Bihan, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, salue la touche particulière du chantre du Bénin révélé. Et puis, débat autour du franc CFA, écrit le journal Moïse Kérékou et les réformistes, même combat. Le journal cède donc place désormais à Adjaché News, parlant donc du Parlement béninois. Le Parlement béninois à l'ère donc de la rupture, écrit Adjaché News, entre indépendance et vassalisation. Et puis nouveau gouvernement de Patrice Talon, l'album photo des nouveaux ministres. Cocorico Info, le gratuit béninois, gouvernement de Patrice Talon. Les grandes leçons, les déceptions et les attentes, les nouveaux ministres s'installent ce jour, écrit donc le Cocorico Info gratuit et béninois. Maître Kato Atita à propos de l'affaire de remboursement de TVA sur Soleil FM. L'élément dit nouveau n'en est pas un. Et puis croissance économique et pauvreté des populations au Bénin. Solution pour sortir du paradoxe. Au quotidien, la nouvelle tribune cette fois. Sortie publique du chantre de la révolution contre le franc. La France-Afrique, le véritable combat n'est pas que celui du franc CFA, d'ici Kémy Séba. Et puis, deuxième gouvernement de Patrice Talon, fiasco pour la classe politique, écrit le journal. En effet, les dessous du remaniement sont à retrouver. Les fidèles amis conservent leur poste. 9 nouveaux ministres, 6 départs. Koupaki humilié, les partis politiques déçus. La montagne a accouché d'un cancre-là, déclare Eugène Azatassou, qui est bien sûr le coordonnateur de Foscori pour un Bénin
émergent. Le projecteur, cette fois, vote à l'unanimité de son rapport d'activité. Les députés renouvellent leur confiance à Humbedi et puis remaniement ministériel. Talon forme un gouvernement technico-politique. Le PRD, le PSD, l'IPD Gamessou font leur entrée dans le gouvernement. Et puis le quotidien Matin Libre, Joël Yetonji, pour terminer, annoncé par Matin Libre, zoom sur le deuxième gouvernement de Patrice Talon. C'est tout un dossier que ce journal y a consacré. Vous avez Matisse et Oussou qui sont déplumés, constate le journal, mais qui prend du poids. Koupaki, la grosse polémique. Équilibre régional respecté. La yaïphobie visible. Crise PSD et RB. Talon jette le masque. Enfin, constate le journal. Et puis, illusion perdue pour PRD. Deuxième chance pour les fidèles. Oui, longtemps annoncé, longtemps avorté. Finalement, eh bien, le gouvernement numéro 2 de Talon est bien là avec toute une polémique autour. Quelle lecture fondamentale peut-on en faire? Oui, on a constaté comme beaucoup de canards, surtout la Nouvelle Tribune et Matin Libre, qui ont fait observer que les fidèles ont conservé effectivement leur poste. Vous avez ABT par exemple, vous avez Djokbenou, vous avez Agbenochi, vous avez Wadaï, ce sont les poids lourds du gouvernement Talon. Ils sont restés. Ceux qui sont partis, donc je pense que ce sont les conséquences du clash qu'il y a aujourd'hui entre le chef de l'État et son allié d'hier. Son soutien de taille d'ailleurs pour son élection, le président Adjavon, donc c'est proposé, ces supposés ministres proposés au gouvernement sont partis et il n'y a que juste le limogeage d'un des ministres, je ne veux pas le nommer ici, mais il se retrouve forcément dans ce débat. Il est parti. De toutes les façons, c'est vrai, il vous dira que c'est un remaniement qu'il a fait partie, puisque le chef de l'État, conformément à la Constitution, a la latitude d'appeler un citoyen à servir à ses côtés et de s'en séparer dès qu'il se sent donc nécessaire, le besoin donc de le faire. À partir de cet instant, nous, en tant qu'observateurs, on pense plutôt que c'est vrai, ce ministre, il n'a pas manqué d'initiative, il n'a pas manqué d'élan au niveau de son ministère. On ne sait vraiment pas pourquoi il est parti. On a constaté des fusions, on a constaté également des créations de nouveaux portefeuilles ministériels. De toutes les façons, que ça fait avancer la rupture. Ah oui, sur cette liste, la liste officiellement rendue publique par des ministres, il se trouve que Koupaki n'y figure pas. Un décret spécial a été pris pour l'homme. D'autres pensent qu'il s'agit là d'un privilège, mais des journaux très en vue comme la Nouvelle Tribune parlent plutôt de fiasco, d'humiliation. Qu'en est-il? Quelle est la lecture que vous en faites? Au moment où la Nouvelle Tribune parle d'humiliation, Matin Libre parle de polémique parce que, effectivement, comme vous le dites, le fait que Koupaki ait bénéficié d'un décret spécial soulève autant de polémiques. Donc, on pense aujourd'hui qu'un cadre rompu de la banque se retrouve aujourd'hui secrétaire de la présidence, parce qu'il n'est pas le secrétaire du gouvernement. Il faut le relever. Est-ce que les Béninois ne font pas un peu de confusion? Un secrétaire, votre secrétaire, j'imagine que vous en avez une, mais ce n'est pas la même chose que Koupaki, secrétaire au palais. Vous trouvez ça vraiment d'un bon titre? Pour ce cadre, cet émérite, ancien ministre du Développement, ancien ministre de l'Économie et des Finances, aujourd'hui secrétaire à la présidence. Il n'est pas secrétaire du gouvernement. Donc il est là pour recevoir les papiers affectés donc au chef de l'État, les classer et au fur et à mesure attendre qu'un conseil des ministres ait lieu pour faire le compte rendu, d'abord spécialement pour le chef de l'État, puisqu'il y a un membre du gouvernement, en tout cas un secrétaire général du gouvernement qui se charge déjà de cette affaire-là. Donc moi je pense que le rôle qu'il jouait déjà par le passé, à savoir faire le compte rendu du conseil des ministres à travers donc les médias, donc ce que d'aucuns appellent le ministre lecteur, je pense que cela lui cadre même beaucoup plus qu'aujourd'hui le rôle dans lequel il est confiné, si tant est qu'il doit jouer vraiment le rôle du secrétaire à la présidence de la République. Mais cela ne dénote-t-il pas d'une certaine confiance que le chef de l'État lui accorde, une certaine complicité entre les deux hommes? Cela ne gêne en rien que Koupaki soit le secrétaire du chef de l'État. Alors, mais quand on voit un peu le parcours du monsieur, je l'ai rappelé, après, du moins pendant 8 ans ou 9 ans pratiquement, il a servi sous le régime défunt. Et il a été ministre de l'économie et des finances. Et que vous connaissez le parcours et le charisme et même la valeur qu'incarne l'homme. Il a été ministre de l'économie et des finances, il a été ministre chargé du développement, ministre d'État chargé du développement. Et aujourd'hui,
confiné dans un rôle de secrétaire à la présidence. Joël Yetonji, je ne veux pas forcément rester dans la même veine que le journal La Nouvelle Tribune, mais je constate plutôt que l'homme véritablement ne joue pas pleinement son rôle et ses capacités qu'on lui connaît ne sont pas véritablement valorisées. On ne va pas rester au niveau de Koupaki, pas que lui, plutôt. Oui, les formations politiques avaient été très attendues, très annoncées. On a parlé d'une machine de guerre par rapport aux élections qui sont en vue. Patrice Talon aurait déjoué les pronostics dans ce sens. Oui, c'est forcément cela. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la Nouvelle Tribune, par exemple, que c'est un fiasco pour la classe politique, c'est vrai. Dans une certaine mesure, le PST, le PRD ont fait leur entrée. Mais les grands déçus, c'est beaucoup plus les renaissants qui, je ne sais pas ce qu'il leur a appris. Quand même, cette guerre n'aura rien donné parce que ceux qui les véritables frondeurs, c'est afficher leur attachement à la rupture, donc faire allégeance à leur chef, le président Patrice Talon. Tout cas s'attendait à ce qu'il y ait au moins un parmi eux qui figure parmi ces 22 ministres aujourd'hui. Bon, plus ou moins 23, mais malheureusement, on ne l'a pas noté. C'est un fiasco, effectivement, pour la classe politique. Et il y aura autre chose à leur offrir par la suite. On attend de voir, de toutes les façons, qu'ils méritent ça. Les enjeux, c'est aussi l'accomplissement du PAG, la phase opérationnelle du PAG. N'est-ce pas à dessein que habiter quelqu'un comme celui-là est maintenu à ce poste ministre du Plan et du Développement? Donc, il est maintenu juste pour assumer, parce que c'est lui qui fait partie de ces cadres qui ont porté ce programme d'action du gouvernement, un programme qui peine aujourd'hui à trouver financement. Donc, s'il part le plus tôt possible, peut-être qu'il va se dédouaner. Il dira, bon, parce qu'on m'a enlevé du gouvernement, sinon que j'avais des pistes, j'avais des propositions, j'avais des suggestions. Mais aujourd'hui, il est maintenu au gouvernement par la confiance du chef de l'État. C'est le lieu pour lui d'aller chercher davantage de financement, plutôt que de fanfaronner dans les médias pour faire passer un soi-disant je ne sais pas comment ils appellent ça, faire la communication autour du programme d'action du gouvernement. Non, il faut désormais passer aux actes, qu'on nous dise véritablement où sont les financements pour mettre en œuvre les programmes phares qui sont cités dans ce PAG et dont il est le porteur. Beaucoup n'espéraient pas le revoir au gouvernement, mais il y est, en dépit du rendez-vous manqué de Paris. Je vais parler de Agbenoussi. Quelle lecture vous en faites? Oui, peut-être qu'il a promis au chef de l'État de relancer davantage ces programmes au niveau de la diplomatie à partir du moment où c'est l'homme Rwanda au pays. Donc, il doit pouvoir travailler davantage à consolider l'as Kagame-Talon pour que, au moins, si en Occident on échoue, sur le continent africain, en tout cas dans la région de l'Est du pays. En tout cas, au Burkina Faso et de l'autre côté du Togo, oui, ça s'est bien passé. La tournée dans la sous-région. Je veux dire, quand je viens maintenant, merci à vous. On se retrouve demain. Oui, c'est moi qui vous donne rendez-vous. Pas demain, mais mercredi, jeudi. Vous préférez? Ok, il n'y a pas de problème. Ici, vous savez, les invités aussi sont waouh. Merci, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure. Encore un nouveau rendez-vous de votre émission Débat 100% Bénin. Bienvenue et merci d'être des nôtres. Dossier 18 kg de cocaïne, un an après, la rocambolesque affaire n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Et peut-être qu'on n'en saura jamais davantage. En tout cas, pour l'heure, l'affaire se conjugue toujours au présent et bien des interrogations subsistent. Qui sont les auteurs de la substitution des plombs du conteneur contenant les 18 kg de cocaïne? Qui sont les commanditaires, les complices éventuels? Deux questions essentielles auxquelles bon nombre de Béninois brûlent toujours d'impatience d'avoir des réponses qui s'imposent. Pour tout cela et pour l'honneur de toute une famille à laver, le président du patronat, Sébastien Adjavon, éclaboussé dans cette affaire, s'est constitué partie civile. Sa plainte contre INS déposée pour découvrir qui a brisé les scellés du fameux conteneur peine à prospérer. La démarche aurait-elle été biaisée entre-temps? Ou sommes-nous en présence d'un blocage de fait? Un homme de droit, un journaliste d'investigation pour nous édifier. À ma droite, il a nom Marcel Zoumenou, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Merci bonjour de nous accompagner ce matin. Oui, en face de vous, Maître Paul Kato Atita, avocat au barreau de Cotonou.
Il va donc nous accompagner pendant ces 45 minutes. Avec lui, nous apprécierons des questions de droit autour de ce dossier, en tout cas son volet plainte contre IS. Maître Paul Katouatita, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Oui, je vous remercie de m'avoir invité. Sachez-le, c'est toujours un plaisir de vous savoir disponible pour apporter toujours un plus aux préoccupations qui sont les nôtres, préoccupations d'abord de nos téléspectateurs que nous arrivons à porter à l'attention du grand nombre. Plainte contre IS dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Quand on en parle, qu'est-ce qu'on doit comprendre autour de d'abord la terminologie? Alors, plainte contre IS, qu'est-ce que c'est? C'est un vocable juridique, un vocable du palais, des palais de justice. Très souvent utilisé et connu des avocats, connu des magistrats. Alors, quand est-ce qu'on peut faire une plainte contre X? On fait une plainte contre X lorsque, face à des cas, à des infractions données, à des situations pénales données, soit l'on ne connaît pas de façon formelle les auteurs d'une infraction ou d'un crime, ou on les connaît, mais on ne veut pas prendre le risque d'être celui qui les dénonce nommément, ou on les connaît, mais sans une grande certitude. Alors, la loi dit dans ce cas, le plaignant peut opter pour une plainte contre IS. IS désignant toute personne que le juge chargé de l'enquête ou que l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou que le parquet lui-même chargé de l'enquête pourra identifier. Et alors, IS va disparaître pour devenir Jacques, Pierre, Dansou, etc., etc. C'est cela qu'il faut comprendre par le vocable plainte contre X. En général, c'est ça. Quand on vient dans le cas spécifique. Dans le cas spécifique de ce que vous dites, c'est le cas de quelqu'un qui a saisi un juge d'instruction par le biais du président du tribunal d'une plainte avec constitution de partie civile, mais contre X. Ça revient encore au point de départ, c'est-à-dire, je vous saisis non plus sous forme d'une simple dénonciation. Parce que dans le cas global, il peut y avoir une simple dénonciation qui veut dire quoi? Informer tout simplement le procureur de la République par une plainte. Les plaintes que nos parents, nous faisons d'habitude dans les villages et les villes adressées au procureur de la République, c'est de simples dénonciations. Il revient au procureur de la République d'analyser ces plaintes, d'apprécier et de donner une suite. Il peut les classer sans suite. Les plaintes que nos parents dans les villages et les villes adressent généralement aux officiers de police judiciaire, c'est la même chose. Mais ici, c'est une particularité de plainte prévue par la loi qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. C'est-à-dire que le plaignant se substitue en quelque sorte au procureur de la République et sa plainte par laquelle il se constitue partie civile déclenche en même temps l'action publique. Le parquet n'a plus à apprécier l'opportunité de déclencher l'action publique. L'action publique est déjà déclenchée par le plaignant lui-même. Et cette fois-ci, dans les mains d'un juge d'instruction. Et c'est ce qui fait la force de cette plainte. Et c'est pourquoi dans notre jargon juridique, dans les jargons du palais de justice, nous disons qu'une telle plainte, formulée de telle manière, plus personne ne peut encore l'arrêter. Et ne devrait l'arrêter. La plainte doit être instruite nécessairement par le juge d'instruction et se terminer par une décision du juge d'instruction, soit une décision de non-lieu, soit une décision de renvoi devant un tribunal correctionnel, soit une décision de communication de pièces au procureur général, c'est-à-dire que les intéressés doivent répondre devant une cour d'assises les faits ayant à ce moment-là une connotation criminelle. Voilà. Un peu comment ça se présente. Avant de revenir vers vous, Marcel Zoumenon, le dossier a intéressé la rédaction de la Nouvelle Tribune, comme bien d'autres dossiers brûlants de l'actualité. Et qu'est-ce que vous avez découvert dans les démarches qui ont été les vôtres? Je te remercie, nous avons découvert que quelques mois après la décision rendue par le tribunal de première instance de Cotonou qui libérait le principal accusé, Sébastien Adjavon, au bénéfice du doute pour insuffisance de preuves, selon ce qui avait été dit, l'intéressé a lui-même cherché à savoir mais qui sont réellement ceux qui ont déposé ces 18 kg de cocaïne entre griffes pures
pour utiliser les termes du commandant Chilao, dans mon conteneur. Parce que si j'ai été libéré au bénéfice du doute, je veux savoir maintenant qui a fait ça. Je crois que c'est ça que Maître Kato Atita a expliqué longuement, ce qu'on appelle plainte contre une, c'est contre une personne que je ne connais pas et je voudrais que la justice m'aide à retrouver cette personne. Donc c'est ça qui a été fait. Mais depuis que cette plainte a été déposée, jusque-là, ça n'a pas abouti. Ça fait plusieurs mois déjà que ça n'a pas abouti et on va d'intrigue en intrigue. Et à chaque étape, on a l'impression que le parquet tente à bloquer la procédure. D'intrigue en intrigue, qu'est-ce que ça signifie? Il y a eu des démarches et des blocages à des niveaux donnés? À chaque étape. Au niveau de la première instance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées où le parquet du tribunal de première instance a tenté d'empêcher la manifestation de la vérité. Donc voilà, et nous, ça nous pose une question. On s'est dit, celui qui avait accusé est celui qui empêche la manifestation de la vérité. Pour être plus simple, on sait que c'est les gens du gouvernement qui ont accusé, qui ont dit qu'il y a quelque chose, c'est eux qui ont organisé, parce qu'on sait que la DSLD avait joué un rôle primordial dans cette affaire. Et aujourd'hui, celui qu'on a accusé demande à ce qu'on l'aide à trouver réellement celui qui a fait ça. Et ceux qui accusent empêchent celui qui a accusé de savoir ce qui s'est passé. Et là, voilà. Maître Paul Kato Atita, un exposé du journaliste d'investigation. Vous dites, quand on en arrive à enclencher la procédure de cette façon, en principe, plus rien ne l'arrête. C'est pour qu'elle aille jusqu'à terme. Alors, c'est pour qu'elle aille jusqu'à terme. Et cela n'est contredit par aucun ouvrage. Alors, ce que nous sommes en train de vivre ici, je l'ai dit, je crois encore jusqu'à hier, c'est une possibilité qui est offerte au procureur de la République dans la procédure pénale, peut-être de requérir du juge d'instruction de ne pas informer. Il en a le droit. Et je vais commencer par ce qu'il vient de dire avant de revenir à la forme juridique. Mais c'est l'opportunité d'une telle réquisition qui pose problème aujourd'hui et qui peut déranger l'opinion publique béninoise. Parce que ça peut déranger. Parce que c'est le procureur de la République qui, hier, a poursuivi M. Adiavon pour trafic de drogue. Le monsieur vient et dit, je veux savoir moi-même ce qui s'est passé, et ceci à la suite d'une décision de relâche qui a été prononcée à son profit. Et son accusateur d'hier dit, je ne veux pas. Je m'oppose à ce que tu cherches à savoir ce qui s'est passé. C'est ça qui constitue le nœud même de l'inquiétude, de la préoccupation, et je dis l'opportunité d'une telle réquisition. Et sinon, dans la procédure pénale, le parquet peut bien être amené à prendre des réquisitions de refus d'informer. C'est-à-dire dire au juge d'instruction son point de vue, qui revient à son pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît. Mais il faudrait situer son intervention dans ce que j'ai également dit très souvent, c'est un magistrat qui n'est pas indépendant. C'est un magistrat qui dépend du gouvernement par le biais du garde des Sceaux et qui n'est toujours pas libre de ses actes et de ses opinions. Ça a été toujours comme ça, et c'est comme ça, non pas seulement au Bénin, mais dans tous les pays francophones qui sont rattachés au système pénal français. Alors, ceci étant, quand on voit la liaison entre le procureur de la République et le pouvoir exécutif, on est vite tenté, c'est cela généralement, et c'est cela le point de vue de nous autres praticiens très généralement, dans des cas comme ceux-ci, de dire il ne fait que exécuter une instruction qu'il a reçue du gouvernement. Alors, quelle peut être l'incidence de ce réquisitoire de refus d'informer sur la procédure dont nous parlons? Oui. L'incidence, c'est de retarder le juge d'instruction dans son travail. Et c'est ce que nous constatons. Dans un premier temps, il a requis le refus d'informer. Donc, ne fait même pas l'enquête que M. Adiavon sollicite. Le juge a dit, moi, je dois faire l'enquête. Je suis saisi d'une plainte avec le conseil de partie civile. Et il dit, puisque tu ne veux pas me suivre, tu as rendu une ordonnance contre mes réquisitions,
je m'oppose à ça, je fais appel. Il a fait appel, ils sont allés devant la chambre d'accusation. La chambre d'accusation dit, ah, moi, je ne peux pas m'opposer à une telle enquête. La loi est claire. Le procureur général dit, non, 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 je ne veux pas que cette enquête se mène. Donc, le procureur général qui n'est autre que le chef, le supérieur hiérarchique du procureur de la République. Donc, c'est la même logique. Dit, je ne veux pas. La chambre dit, nous ne pouvons pas vous suivre. Nous, on doit mener l'enquête et reconfirme l'ordonnance de juge d'instruction. Le procureur général dit, ah non, moi, je ne veux pas, non, je ne suis pas d'accord, je forme un pourvoi en cassation. Mais je dois préciser, que ce soit le procureur général ou que ce soit le procureur de la République, ces actes ne sont pas forcément au plan de conviction de leur propre initiative. Ils sont au regard de la loi dans un état de dépendance et lorsqu'ils reçoivent des instructions de ce genre, la loi dit qu'ils sont tenus de les exécuter. Ce qui fait que nous, dans la pratique judiciaire, nous ne nous en prenons pas du tout à leur personne parce que ce qu'ils font n'est pas toujours d'eux-mêmes. Et nous connaissons d'où ça peut venir. C'est leur état fonctionnel qui est comme ça. Alors donc, aujourd'hui, ce sont ces différents actes du parquet qui retardent la procédure et il faut attendre ce que va décider la chambre judiciaire de la Cour suprême. Voilà. Marcel Zoumenou, quand on sait que sur un dossier comme celui-là, la démarche de l'exécutif même était attendue, une saisine directe, mais qui n'est pas arrivée, et que ce soit le conseiller même qui veuille savoir et ça piétine de la sorte, est-ce qu'il n'y a pas une autre grosse interrogation tout autour? Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Vous savez que quand cette affaire avait éclaté, on avait ouï dire que c'est les États-Unis qui ont épinglé notre pays comme une plaque tournante de la drogue et que ça a souillé l'image de notre pays à l'international. Et qu'il fallait arrêter cela. On a entendu beaucoup de choses qui allaient dans le sens que désormais, on ne peut plus permettre cela. Mais voilà l'occasion que l'intéressé lui-même donne au gouvernement, qu'on sache réellement celui ou ceux qui sont responsables de ça, qu'on puisse les identifier et les punir. Et le même gouvernement qui disait il y a quelques jours, quelques mois à l'avance, qu'il est là pour lutter contre le trafic de drogue, qui ne pouvait plus permettre que les narcotrafiquants puissent rayonner dans son pays. C'est le même gouvernement, par le biais du paquet. Et Maître Kato Atita vient d'expliquer le lien direct de dépendance qui existe entre le paquet. Quand on parle du paquet, on voit le ministre de la Justice. Et quand on parle du ministre de la Justice, on voit un gouvernement. Et donc, c'est ce paquet qui, étape par étape, travaille pour bloquer l'enquête qui doit aboutir à révéler ceux qui sont réellement les auteurs de ce dépôt ou bien les auteurs de ceux qui ont amené les 18 kg de cocaïne dans le conteneur de l'homme d'affaires Sébastien Yaro. Donc ça pose un problème et on se demande réellement ce que le gouvernement veut. Et on se demande si l'intention, si ce qui avait été dit dans le temps était vraiment sincère. Est-ce que les gens l'avaient dit simplement pour noyer quelqu'un? Et donc après, une fois qu'ils n'ont pas réussi à le faire, la préoccupation du départ qui consistait à dire nous voulons lutter contre le trafic de drogue dans notre pays, cette préoccupation a disparu. Une fois que l'objectif réel qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire arriver à mettre quelqu'un en prison, une fois que cet objectif n'a pas été atteint, on a renoncé à cette lutte. Mais l'État peut-il se permettre un mode de fonctionnement comme celui-là quand on sait qu'au-delà d'une personne, il s'agit de la nation? On se rappelle tout le bruit qu'il y a eu autour de cette affaire-là. Quel intérêt l'État aurait-il, à travers l'image d'une seule personne, à plomber l'image de toute une nation? Cette question, je dis, c'est peut-être aux gens du gouvernement de répondre, mais moi je constate que sur le même dossier, le gouvernement a eu deux positions divergentes. Une première position qui consiste à dire « Ah, nous voulons lutter contre le trafic de drogue dans notre pays, nous serons intransigeants contre ceux qui le pratiquent. » Et une deuxième position qui semble dire « Il n'y a rien laissé, nous ne voulons pas savoir ce qui s'est passé. » Et donc, moi, j'ai un problème de conscience, une préoccupation qui m'amène à dire, est-ce que le gouvernement est sincère en disant dans un premier temps,
je veux lutter contre le trafic de drogue. Et voilà la question que je me pose. La question, est-ce que ça se pose en ces termes? Est-ce que le gouvernement était sincère en disant qu'il y avait des narcotrafiquants qui seraient en train de s'accaparer l'économie du pays, il fallait donc assainir, ou après on s'est rendu compte qu'il y a plus grave que ce qu'on craignait? Non, je vais faire un petit retour en arrière pour que les gens comprennent plus la liaison entre le procureur de la République, le procureur général, tous les magistrats du parquet et le gouvernement en passant par le garde des Sceaux. De tout ce que nous appelons magistrats dans notre pays, le magistrat du parquet, on voit en tête plus le procureur de la République et le procureur général, sont ceux qui peuvent s'afficher aussi possible, le plus visiblement que possible, avec le garde des Sceaux et ne sont pas reprochables. Le bureau du garde des Sceaux, c'est leur second bureau. Le bureau du garde des Sceaux. C'est leur second bureau. Ils y vont autant qu'ils le veulent et autant qu'ils le souhaitent. Ils sont appelés par le garde des Sceaux autant qu'ils le veulent, autant qu'ils le souhaitent. C'est le prolongement du parquet. Le ministère de la Justice, les bureaux du ministère de la Justice sont prolongements jusqu'au parquet et vice-versa. Alors, nous parlons peut-être ce lundi, dans la tradition juridique pratique béninoise, mais tous les lundis, tous les vendredis, en tout cas, il y a des jours désignés par semaine où tous sont tenus de rendre compte au garde des Sceaux de toutes les activités de leur parquet, de toutes les plaintes qu'ils ont à l'heure de leur parquet. Le garde des Sceaux aussi a le droit de les appeler sur le territoire national, l'un point par point, pour le savoir. Le garde des Sceaux détient avec lui dans son portable tous les numéros d'appel de tous les procureurs de la République du Bénin, de leur substitut comme procureur général. Dans son sommeil, dans son lever, il peut les appeler à tout moment et eux aussi peuvent l'appeler à tout moment. Comme un valet. C'est l'organisation qui est comme ça. C'est d'abord l'origine de cette corporation, de cette institution. Depuis les Romains, ils sont faits et ils ont été conçus et pensés comme des représentants du roi. C'est le dédoublement du roi sur l'ensemble du territoire national à travers les tribunaux et cours. Les Français ont hérité de ça parce qu'ils ont connu également l'influence du droit romain et ça s'est réjailli sur tous les pays qui ont fourni le système français. C'est ça. Donc c'est pour vous dire la ramification qu'il y a entre ce type de magistrats et l'exécutif. Mieux que la ramification, la complicité. Voilà. Il fut même des temps ici, je ne sais pas si ça se fait encore, dans les années 90, les procureurs de la République étaient nommés concomitamment comme conseillers techniques juridiques du garde des Sceaux. Je dis bien conseillers techniques juridiques du garde des Sceaux. Et il fut à ce moment-là, dans les années 90, dans les années 2000, 2005, 2006, que de façon formelle, les procureurs publics de Cotonou, Porto Novo étaient d'office, quand vous êtes à ce poste, d'office conseiller technique du garde des Sceaux juridique. Donc c'est pour comprendre cette structure. Alors voilà une telle structure qui au départ est partie dans une logique d'accusation. Et aujourd'hui, on constate que la logique n'est plus la même, la logique est différenciée. Donc, c'est très aisé de comprendre que quelque part, c'est que cette plainte-là, ça dérange, ça embête. Et ça embête pourquoi? Et c'est ça que certainement les compatriotes voudraient savoir. Voilà, c'est comme ça, je comprends la chose. Ça embête. Le procureur de la République, le procureur général ne peuvent pas poser des actes d'instruction s'ils n'ont jamais été instruits à cet effet. Le comportement d'aujourd'hui ne concorde pas avec le comportement du départ. Et cette opposition entre les deux phases, les deux moments, le départ et aujourd'hui, c'est ça à quel on doit pouvoir répondre. Et ce n'est pas à des gens comme moi de répondre. J'analyse et je constate qu'ils ont eu d'instructions pour agir dans ce sens. J'analyse et je constate que le gouvernement est embêté. J'analyse et je constate qu'au commencement, dans la salle d'audience, il a été dit et révélé que c'est la direction du service de renseignement qui a joué un rôle capital, qui a même ordonné les actes que nous avons conduits devant les tribunaux. Et je connais le rôle de cette direction-là. C'est une direction directement rattachée à la présidence de la République. C'est une direction de la présidence de la République. Donc, c'est pourquoi je dis toujours que c'est une plainte qui va au cœur de l'appareil sécuritaire de l'État. Le juge d'instruction ne peut pas étudier cette plainte. Aucun juge d'instruction. Sans interroger sur toute la ligne
tous ceux qui sont intervenus. Et vous vous imaginez que le directeur des services de renseignement soit convoqué par le juge d'instruction pour savoir comment il a su, comment il a fait, comment il a géré. Lui qui détient le secret de l'État, lui qui sait comment tout ça s'est passé. Vous voyez, ça met l'État, la sécurité de l'État, ça l'expose. C'est ça, et je crois que c'est ce qui dérange. Je ne pense pas autre chose que ça. Marcel Zoumenou, oui. Maître Paul Katouatita à faire encore des démonstrations avec un certain nombre de détails. À croire que ce dossier n'est pas loin d'un dossier d'État. Bon. Dans sa démonstration, s'il y a tant de ramifications, il dit que pendant ce procès, la direction des services de renseignement a été longuement citée, c'est vrai, sur les faits, et on sait le lien que cette direction est supposée avoir avec la structure étatique elle-même. Aujourd'hui, cette direction, dans le cas d'espèce, n'est pas inquiétée pour la procédure qu'on a connue jusqu'à présent. L'intéressé qui demande à savoir ce qui s'est définitivement passé et qui n'a pas gain de cause, en tout cas pour l'instant, à croire que si on évoluait dans ce dossier, ça peut faire déplacer bon nombre de pions, même les plus insoupçonnables. Tout à fait. Et je voudrais rappeler ce que le commandant Kilaou lui-même disait le jour où il a fait sa conférence pour dire qu'ils ont eu des informations. Il a cité, il a dit qu'il a eu ces informations de la direction des services de liaison de la documentation, ce qu'on appelle de façon triviale le service de renseignement, dirigé par quelqu'un qui est nommé par le chef d'État et qui rencontre, j'ai eu dit dans certains milieux que c'est une direction qui prépare, qui donne des fiches au chef d'État et plusieurs fois par jour. Et donc, c'est une direction directement rattachée au président de la République. Et donc, quand on va citer, évidemment, quand on va ouvrir une enquête, on sera amené à écouter les responsables de cette structure. Et donc, de question en question, ou bien de préoccupation en préoccupation, on peut être amené à dire des choses qu'on n'a pas voulu que ce soit sur la place publique. Et donc, je confirme avec toi que c'est un dossier d'État. Et il faut voir comment ça a été monté, il faut voir ceux qui sont impliqués, il faut voir comment ça a été organisé. On comprend que c'est un dossier d'État. Vous n'êtes pas sans savoir que quand Sébastien Ayavon, dans les conditions dans lesquelles il a été arrêté, comment il a été gardé à vue de façon arbitraire pendant 8 jours. On a tout dit, on a vu comment le procureur de la République s'est comporté vis-à-vis de Sébastien Ayavon. Donc moi j'ai des raisons de croire qu'il y a forcément au haut niveau des gens qui ont intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur cette affaire. Et donc je conclus que c'est effectivement un dossier d'État. Mais lorsqu'on arrive à ces extrémités dans un dossier comme celui-là, il faut toujours tenir, pousser, et jusqu'où on peut pousser? Je dis que c'est une procédure très complexe. Je crois que M. Ayavon doit être vraiment tenace pour la conduire, pour autant qu'il y tient. Il doit avoir des avocats tenaces pour la conduire, pour autant qu'il y tient, tout au moins en tout cas, sous ce régime. Parce que, vous voyez, l'organigramme de la présidence de la République, la DSLD est de l'organigramme de la présidence. Le directeur de ce service est un directeur qui siège à la présidence de la République. Nous sommes au lundi aujourd'hui, peut-être qu'il participe aux réunions de cabinet à la présidence de la République. Son bureau n'est que déplacé physiquement de là. Mais il est intégré au palais, où il a accès quand il veut, comme il veut et à tout moment. Il est l'un des rares directeurs, sinon peut-être le seul directeur, qui peut à tout moment parler avec le chef de l'État, quand il veut, comme il veut. Et que le chef de l'État appelle quand il veut, comme il veut. Il est le seul à ne pouvoir pas dormir tant que le chef de l'État n'est pas encore couché chez lui. Il est le seul qui peut, à qui va chez lui quand il veut, parce qu'on ne sait pas de quelle information il veut venir lui porter. Personne ne sait.
Donc, lui, il n'est pas soumis au contrôle des autres. C'est vrai, il est un homme de confiance. Jouer un rôle stratégique. Mais quand on vous dit devant les tribunaux, on a entendu tout ça, que tout est parti de ce service. Vous devez savoir que c'est réellement un problème d'État. Et que quelqu'un comme ça, devant un juge indépendant, qui lui n'a pas de cœur, lui il est là pour la loi, il n'est pas dépendant, et qui se met à poser des questions, pêle-mêle, pêle-mêle. Une question peut amener une autre, une question peut amener une autre, une question peut conduire là où on ne veut pas y aller. La justice, elle n'a pas de limite. Et elle ne fait pas de pitié. Et c'est là qu'il faut comprendre que c'est un dossier d'État, un dossier embarrassant. C'est tout simplement, il ne faut pas chercher plus. Un dossier embarrassant, et quand on en est là et que la manifestation de la vérité est perçue désormais comme un défi, une question de dignité, le journaliste d'investigation observe finalement ce dossier sous quel angle? Moi, je l'observe avec beaucoup de recul et beaucoup de pitié, si je peux parler comme ça, parce que mon souhait est qu'on aille jusqu'au bout, et le souhait de la plupart des Béninois qui ont vécu ces périodes comme qui ont vécu amèrement cette période, c'est qu'on aille au bout de cette affaire et qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Parce que ni Sébastien Adjavon ne va l'accepter, parce que c'est lui qui a été humilié. Mais les Béninois aussi ne vont pas l'accepter parce que, au-delà de la personne de Sébastien Adjavon, c'est l'image du pays qui a été là. Moi, je donne mon cas où j'ai reçu un appel d'un confrère togolais qui m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Il voulait savoir ce qui se passe. Et je lui ai expliqué. Et il a dit, mais vous aimez trop les problèmes de personnes chez vous. Ça, c'est une phrase. Vous aimez trop les problèmes de personnes chez vous. Et donc, nous avons intérêt, nous tous les Béninois ont intérêt à savoir. Je crois que ça doit aller au-delà de la personne de Sébastien Adjavon. Ce qui s'est passé réellement. Parce que quand on parle de drogue, c'est le regard de tous les autres pays du monde sur vous. Et cette affaire a été relayée sur tous les médias internationaux. Et donc, je voudrais compter sur le courage du juge qui s'occupe du dossier. Je voudrais compter sur la ténacité de Sébastien Adjavon et de ses avocats. Et je voudrais compter sur l'engagement du peuple béninois à savoir ce qui s'est passé. Et je crois que si nous mettons tout cela ensemble, ça peut faire bouger un peu les lignes, ça peut reculer un gouvernement qui a des intérêts à ne pas... un paquet qui a des intérêts à ne pas permettre la manifestation de la vérité. C'est tout ce que moi je voulais dire pour... Maître Paul Kato Atita, l'avenir de cette plainte commence à se lire. Je pense que c'est une mauvaise politique que joue le gouvernement. Une mauvaise? Mauvaise politique. Et pourquoi? Et je pense qu'il faudrait une très mauvaise politique. Quand, de ma place, d'avocat, de praticien, c'est une mauvaise politique. Il ne sert à rien de retarder une telle procédure. Parce que la procédure sera toujours là, têtue. Elle va traverser le temps. Elle va résister au temps. Ce n'est pas parce qu'on retarde une procédure par des procédés et tout ça que nous connaissons que la procédure va s'éteindre. Elle va résister au temps. On ne peut pas la classer sans suite? Non, 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 elle va résister au temps. Elle va résister au temps. Parce que, imaginez-vous, le juge d'instruction a déjà dit, moi je dois poursuivre. La chef d'accusation a dit, moi je dois poursuivre. C'est-à-dire, je dois ouvrir l'information et vérifier. Mais à ces deux niveaux-là, il ne fait qu'appliquer le droit. On nous l'a enseigné tous dans les universités. C'est dans les ouvrages, c'est partout. La jurisprudence est formelle, tout est clarifié dessus. Jusque-là, il ne fait que ça. Et j'ai déjà dit une fois que ça m'aurait étonné qu'il soit contredit par la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Mais pendant tout ce temps où on fait traîner, on retarde, on ne fait pas pour autant du mal aux plaignants, à Adjavon ou à Sodom. On fait plus du mal à ceux qui sont dans le X. À ceux qui sont dans le X. Comment le fait-on? Ah bon, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Expliquez-nous. Il y a ce que nous appelons dans le jargon la prescription. Oui. Ce dossier, tant que les actes de poursuite s'exercent régulièrement,
Et je sais que l'avocat d'Adiavon est là, il doit être éveillé, il va veiller à ça. Tant que le dossier passe de juge à un juge dans les délais normaux, c'est un dossier qui ne sera jamais prescrit. Et tant qu'il n'est pas prescrit, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas éteint, l'Assemblée n'est pas éteinte, les gens seront toujours un jour écoutés par un juge. Mais à ce temps, avec tout ce temps, peut-être ce régime ne sera plus là. Le régime qui est là a une durée de vie constitutionnelle maximale de 10 ans. Maximale de 10 ans. Et on fait traîner par, je ne sais pas quelle est la politique procédurale qui est utilisée là. Ce n'est pas productive. Ce n'est pas dans l'intérêt de ceux qui vont se retrouver dans le YINX. Et on fait traîner une procédure alors que le régime va passer. Et le dossier, lui, va rester. Et les gens, eux, seront encore vivants. Et le juge va les interroger finalement. À un moment où ils n'auront plus de parrain. À un moment où ils n'auront plus de parrain. Mieux vaut qu'ils soient écoutés, entendus, maintenant qu'ils ont un parrain, et que le parrain puisse faire quelque chose pour atténuer les faits, pour être leur gardien, leur avocat, et veiller sur eux efficacement, que de jouer à ce sale jeu, c'est un sale jeu de procédure pénale, à ce sale jeu de procédure pénale, qui consiste à mettre un dossier aussi dangereux en veilleuse, et à faire obstacle sur obstacle, jusqu'à ce que le régime qui est leur protecteur s'en aille. Alors, c'est les livrés. Ils seront sans protecteur, ils n'auront plus un parquet avec eux. Moi, à leur place, parce qu'ils doivent se connaître, j'aurais pu dire au chef de l'État, on aurait pu dire garde dessous, mieux vaut que nous préférons que cette affaire soit examinée pendant que vous êtes là et que nous puissions compter sur votre vigilance, votre concours, votre couverture pour que au moins les situations qui vont se présenter soient examinées, suivies comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, s'il s'avérait que nous sommes fautifs. Mais cette voie-là qui est choisie, je ne sais pas si c'est dans l'intérêt des intéressés, mais moi, en tant qu'avocat et pratiquant et d'une certaine expérience en procédure pénale, c'est mon domaine de prédominance au barreau, je dis, c'est un très mauvais jeu. Un très mauvais jeu, dit l'avocat, mais maître Marcel Zoumano, est-ce qu'au-delà de tout, pour au moins le reste du temps que le gouvernement a, ça ne peut pas être utile pour une certaine tranquillité à conduire les affaires calmement? Demain, c'est un autre jour. Demain s'occupera de lui, dit-on. Oui, d'avoir la tranquillité d'empêcher que cette affaire puisse connaître un aboutissement heureux. Au moins, nous allons travailler à empêcher cela le temps que nous sommes au pouvoir et après on peut... Et le maître Atita vient d'expliquer le danger pour les personnes qui ont eu à jouer des rôles dans cette affaire. C'est eux qui seront, parce qu'après tout, un chef d'État va partir, son gouvernement va partir, tout son système va partir. Et ceux qui ont eu à jouer des rôles dans cette affaire répondront un jour. Ça, c'est une évidence. Une fois que la plainte est formulée, déposée, ils répondront un jour. Je crois que c'est à eux de savoir que, au-delà de tout, ils doivent se présenter à la justice pour répondre de leurs actes et il faut leur permettre de le faire au lieu d'empêcher la manifestation de la paix. Ceci dit, moi, je voudrais déplorer, au-delà de tout, notre facilité dans ce pays à fabriquer des choses. Qu'est-ce que cela signifie, fabriquer des choses? Le Bénin n'a pas d'usinage, ce qu'il paraît. Hein? Vous non, faites allusion à quoi? On n'est pas le seul pays au monde, il n'y a pas si longtemps. On a parlé d'empoisonnement, on a parlé de coup d'État. Après, quelques temps après, on parle de drogue. J'ai l'impression, comme beaucoup de gens le seraient, qu'on aime trop les petites histoires, les petits problèmes qui ne font pas avancer le pays. Vous voyez, dans cette affaire, si l'objectif c'est de déstabiliser Sébastien Diabon, si on le déstabilise, ça n'apporte rien au pays. Et donc, je voudrais inviter les uns et les autres
à penser au développement du pays. Il y a plus urgent dans le pays aujourd'hui. Il y a la misère, il y a le chômage, il y a beaucoup d'autres problèmes. Et qu'on passe le temps sur des dossiers qui n'apportent rien au développement de notre pays, moi je trouve que c'est vraiment déplorable et c'est à ce niveau que j'invite ceux qui ont quelques parcelles de pouvoir aujourd'hui de penser au pays, de penser au développement du pays, que de chercher tout le temps à jouer aux petits intelligents, à chercher à déstabiliser quelqu'un parce qu'il a des ambitions ou autres. Voilà ce que je pourrais dire pour finir. Maître Paul Katia, vous dites que dans le cas d'espèce, c'est un risque qu'on fait courir à ceux qui pourraient être directement concernés par ce dossier. Lorsque, j'imagine que beaucoup ne savent pas, ils seront en train de découvrir à travers votre exposé. Et lorsqu'on apprend une information comme celle-là, est-ce qu'on a la possibilité soi-même d'aider à la manifestation de la vérité? Je pense que c'est une mauvaise défense qu'organise le parquet pour ceux qui vont se retrouver dans le X. Je dis, je suis praticien, je ne suis pas un théoricien du droit, je suis un praticien. Mais je précise que je suis un praticien qui fait le pénal à dominance. C'est-à-dire... Le pénal à dominance. Oui, quand vous nous voyez là, dans la même robe, là, au tribunal, les avocats, tout ça, même les chacun a son domaine. Chacun a son domaine. Sa spécificité. Voilà, nous avons une connaissance générale, c'est vrai, mais nous avons des spécificités. Et on sait dans quelle discipline, dans quelle matière, tel excelle, et dans tel, il faut aller le chercher. Alors, je dis que c'est une mauvaise défense qui se fait pour ceux-là. Parce que je l'ai démontré tout à l'heure. Le dossier va toujours rester juridiquement vivant. Le dossier ne passera pas avec le temps. L'avocat d'Adjavon ou les avocats d'Adjavon ne le laisseront pas faire. Il a des actes périodiques qui seront amenés à poser dans ce dossier, malgré les blocages, pour que ce dossier ne meure à jamais. Mais le régime a une vie. J'ai dit, c'est 10 ans au maximum au plan constitutionnel. Et c'est en ce moment que les listes vont commencer par être recherchées. Je crois que c'est une mauvaise défense. Je dis, je l'ai déjà dit une fois, mieux vaut aujourd'hui faire face à cette procédure, l'affronter, l'assumer avec des protecteurs. Que le veuille ou non, le parquet sera toujours là pour être des protecteurs pendant au moins 5 ans et au plus 10 ans. Mais à la question, avant votre réponse, les concernés peuvent-ils décider de même d'aider à la manifestation de la vérité? Ah, bien sûr, personne ne peut les empêcher de façon volontaire, même s'ils se retrouvent dans le INS. S'ils se retrouvent dans le INS, de se présenter au juge. Mais sans le consentement du protecteur, est-ce que ça ne représente pas encore un risque? C'est à eux de dire au protecteur, cette défense que tu fais pour nous n'est pas, nous inquiète pour l'avenir. Pour le moment, oui, momentanément, oui. Mais pour l'avenir, ça peut nous poser des problèmes. Parce que toi, tu es limité, ta vie est dans le temps. Mais le dossier n'a pas une vie dans le temps. C'est ça. Voyez-vous, Inks dit ça à un protecteur très puissant. Il faut comprendre au protecteur que sa vie est limitée et que la sienne... Oui, sa vie est limitée, c'est dans le temps. C'est très difficile. Sa vie est limitée dans le temps, la vie de pouvoir est limitée dans le temps. Mais la vie du dossier n'est pas limitée dans le temps. Alors, il faudrait choisir. Et je pense que, je dis, tant que la Cour suprême ne va pas désavouer les autres juges de la chambre d'accusation, ce dossier va connaître, que l'on veuille ou non, une instruction. C'est-à-dire, le juge va entendre les uns après les autres, il va procéder aux inculpations de ceux qu'il estime qu'il faut inculper, il va inviter des témoins, il va faire des constatations matérielles, physiques, il va certainement ordonner des commissions rogatoires, il va procéder aux expertises, et il va finalement en tirer une conclusion suivant sa conviction pour dire, vous aviez fait ci, vous aviez fait ça, vous n'aviez pas fait, ou vous aviez fait moindre qu'on ne pense que vous aviez fait, et prendra une ordonnance pour dire non-lieu, renvoi à la police correctionnelle pour être jugé, ou communication de pièces au procureur général, ça veut dire qu'il faut passer devant une cour d'assises. Ça, voilà ce qui se passe.
Plainte contre Ins dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Marcel Zoumeno, quelle reste votre plus grande attente autour de ce dossier, sur ce volet? Non, je crois que c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la manifestation de la vérité. Vous y tenez aussi? Oui, j'y tiens de façon très formelle, de façon très catégorique, qu'il faut que nous puissions savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas se lever, agiter une affaire et la faire disparaître de cette manière, ce n'est pas possible. Nous devons, les juges, le parquet, le gouvernement et tout le monde doit être soucieux de cela, pour l'image de notre pays et pour le développement de ce pays. C'est mon souhait et je travaille pour ça. C'est pourquoi nous suivons ce dossier de très près à notre organisation. Et à chaque étape, nous allons dire ce que nous en savons. Votre mot de la fin? Non, mon mot de la fin, je crois que la justice de notre pays a un grand rôle à jouer dans cette affaire-là et elle a un grand rôle à jouer dans le développement de notre pays. J'ai vu ces derniers temps-ci dans notre pays que la justice a quand même fait quelques efforts pour montrer son indépendance et elle a pu dire elle a pu donner des décisions qui ont rassuré plus ou moins tout le monde et je voudrais quand même compter sur elle pour que ce dossier ne soit pas classé parce qu'on ne peut pas classer une affaire qui a vraiment sali notre pays jusqu'à ce niveau-là. Maître Paul Katoa-Tita, l'image du Bénin est-elle à préserver vraiment coûte que coûte? Je dis que c'est une affaire qui va au-delà de Sébastien Adjamon, parce qu'en réalité, comme il le dit bien, c'est l'image du pays. C'est le pays qui a été exposé par rapport à une infraction qui relève du droit international. C'est reprimé au plan international. C'est formellement surveillé de près. Et on a exposé le pays comme ça, au regard de toute la communauté internationale. En principe, les hommes politiques, tout ça devrait dire, nous voulons savoir. Mais personne ne le dit. Personne ne veut qu'on sache. On est tous dans une complicité de ça. Il était bon de savoir. Pour une seule raison. Est-ce que ça a été un montage de nos gouvernants ou est-ce qu'il y a eu faute réellement quelque part? La faute réellement quelque part par rapport à Sébastien Diassou, la justice l'a déjà dit, on ne m'a pas rapporté de preuves contre lui. Ceux qui l'ont accusé ne m'ont pas rapporté de preuves. Et ne m'ayant pas rapporté de preuves, je ne pouvais pas le condamner. C'est ça la décision de relâche au bénéfice du doute. Ça renvoie maintenant dans la balle des gouvernants. C'est vous qui aviez dit qu'il y a une telle chose. Qu'est-ce qui s'est passé et vous n'avez pas rapporté des preuves? Ils doivent répondre à ça. Deuxième chose, vous n'aviez pas rapporté de preuves, l'intéressé lui-même dit « je veux savoir ». Et c'est encore vous qui faites obstruction à ce vouloir-là. Ça pose un problème. Soit vous aviez monté la chose, soit vous ne l'aviez pas monté vous-même. Notre mot de la fin. Il faudrait qu'on le sache et le peuple devrait le savoir. Pour l'honneur du pays, il est bon de le savoir, en dehors de tout ce qui est de la procédure pénale. Merci, Maître Paul Katoa-Tita. Merci à vous, Marcel Zoumeno, pour l'honneur du pays. Vivement la manifestation de la vérité. Et c'est sur ce mot que nous allons, mesdames, messieurs, prendre congé de vous. Mais cette boutade du grand panafricaniste de tout le temps, unificateur, dit-on, Martin Luther King, je cite, « La vie n'est simple pour personne. Mais en dépit de tout, nous devons continuer d'avancer. Avancer, toujours avancer. » Mesdames, messieurs, tenez bon, demain un autre jour, toujours le sourire, car il fera beau demain, pourquoi pas. À très vite pour un autre numéro de 100% Bénin. Il paraît même qu'ils ont